9h30, vous êtes sur CCTV et c'est Kiosque. Bienvenue, mesdames et messieurs. C'est donc parti pour 45 bonnes minutes de débat, mais aussi d'analyse sur des grands sujets qui font la une des journaux ce matin. La dernière conférence de presse du président de la République et des répliques. Vous avez suivi des Vital Caméré, mais aussi la mise au point de la Senco. On va revenir sur cette dernière sortie médiatique du président de la République, mais aussi la crise congolaise qui s'invite à Addis Abeba, siège de l'Union africaine. Les Rwandais, Paul Kagame, prend donc les rênes de cette organisation continentale pour un mandat de 12 mois. Voilà donc le menu de votre magazine. Le directeur du cabinet du Premier ministre Bruno Tshibala, c'est-à-dire M. Somoé, lynché, tabassé à la primature. Les journaux en parlent ce matin. C'est donc le menu de votre magazine, le deuxième de la semaine. Bienvenue à vous. Les titres de journaux. La prospérité titre après la sortie médiatique de Kabila, Félix Tshisekedi signalé à Addis Abeba. Forum revient sur la même information à sa une. En marge du 30e sommet de l'Union africaine, la crise congolaise s'invite à Addis Abeba. Antipas Mbusa Nyamwisi confirme la présence de Félix Tshisekedi depuis 3 jours dans la capitale éthiopienne pour un lobbying pour une gestion efficace des entités territoriales décentralisées. Emmanuel Chadari envoie les nouveaux administrateurs de territoire à l'école. Il semble que l'un de promis est décédé il y a 3 ans. Je crois que c'est celui de Popo Kabaka. Il faut bien vérifier. Il ne faudrait pas qu'on fasse signer au chef de l'État des ordonnances avec des personnes fictives. Les journaux titrent les DIRCAP de Tshibala tabassé à la primature. Sidou Bangui, malgré les accusations des députés provinciaux, José Makila plaide non coupable. Jeudi 1er février 2018, journée d'hommage à Étienne Tshisekedi Wamulumba, titre Les Phares. C'est donc là le titre de journaux. Si vous n'avez pas eu le temps de faire un petit tour dans votre kiosque à journaux, on vous fait ce luxe, ce privilège de vous lire ces grands titres. Israël Moutala, sur ce plateau de kiosque. Bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Bienvenue à toi aussi. Je ne savais pas que vous étiez aussi dansé. Vous avez dansé dans ma fête. Oui, absolument. C'était une très belle fête et je suis très content d'y avoir participé et je profite je profite sur ce plateau pour dire mes compliments à madame votre épouse Grace. Très bien, merci beaucoup Israël Moutala. Luc Mikomon Kabongatre. Bonjour Luc. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci et félicitations pour ton heureux mariage, nous l'espérons vivement. Et nous n'avons pas été associés comme Moutala parce que au moment même où tu célébrais ton mariage, j'avais le corps de ma sœur à enterrer. Vous me l'avez dit. Alors, on ne pouvait pas se séparer, pleurer avec ceux qui pleurent, et surtout quand ça vous concerne. Donc, voilà, nous pensons que la vie sera rose, et pour toi, et pour ton épouse, et pour ta future famille. Très bien, merci beaucoup. Allez Luc, je vais revenir à vous. Rapidement, je rends hommage à Max Kadiombo. C'était le maître de la cérémonie. Il m'a volé la vedette. C'était d'ailleurs sa dernière prestation parce qu'il est maintenant au barreau. C'est un licencié en droit, il est inscrit au barreau. Il ne s'est plus presté comme humoriste, comme comédien. Max Kadiombo qui a préféré m'honorer les derniers jours sur scène. Non, mais c'était, il a fait avec beaucoup de talent. Marc Kadiombo, il a fait beaucoup de talent, donc c'est un humoriste très talentueux. Il a animé la soirée, il a beaucoup plaisanté, donc c'était une ambiance bon enfant, dans la bonne humeur. Il plaçait les blagues au bon moment, donc il a été un excellent maître de cérémonie parce qu'on ne peut pas faire une bonne fête sans un bon maître de cérémonie. Très bien. Pensée pieuse au père Joseph Mema de la paroisse Saint-Gonzaga Kingabois, mais aussi au curé de la paroisse Saint-François de Salakitambo. Ils sont presque en clandestinité, poursuivis par des personnes non identifiées. Absolument, et c'est là que j'interpelle le chef de l'État qui a dit que la RDC n'était pas une république bananière. Donc je ne pense pas que ces hommes de Dieu
qui puissent être menacés par des services de sécurité, des gens qui les visitent à tout bout de champ, ils sont suivis, ils sont filés, on les insécurise. Je pense que le chef de l'État doit faire en sorte que force reste à la loi, comme l'a dit Monseigneur Mosengo, et non la loi de la force. Donc les gens ne peuvent pas être menacés pour leurs opinions ou pour leurs activités qui rentrent dans le cadre de la légalité. S'il y a quelque chose à leur reprocher, ils doivent attendre une convocation du parquet pour qu'il s'en explique. Mais il n'appartient pas à des individus qui prétendent être de services de sécurité pour qu'ils les poursuivent, les pourchassent. Mais je crains fort, par exemple chez nous, je ne parle pas de Père Joseph Mbema de Saint-Gonza à Kingabois, par exemple chez nous déjà à Kitambo, Saint-François-des-Salles, les jeunes de la paroisse commencent à s'organiser pour répliquer à toute tentative contre les prêtres. Vous voyez là où je crains une sorte d'escalade. Absolument, il faut qu'on en arrive pas à cet affrontement. Je sais que la paroisse de Kitambo est une paroisse qui est dans les viseurs du pouvoir parce que il paraîtrait que le curé ou tous les abbés qui sont là-bas ça montre d'un activisme. Absolument, ils sont très zélés dans l'éveil civique, ce qui font qu'ils soient dans le viseur de services de sécurité. Mais on ne doit pas en arriver là comme encore une fois. Le problème, c'est que s'il y a quelque chose qu'on reproche ou qu'on reprocherait à ces curés, à ces abbés, c'est de suivre la procédure. Très bien. Vous faites une convocation judiciaire en bonne et due forme, au lieu d'envoyer des barbouzes autour de l'église, ce qui n'est pas bon. Donc aujourd'hui, il faut privilégier la désescalade, et je pense que le fait qu'on envoie des hommes de sécurité en civil ne contribue pas à décrisper l'atmosphère politique. Est-ce qu'on les envoie ou bien, et même par excès des ailes, veulent peut-être intimider le prêtre? J'ai cité Joseph Mbema qui est en clandestinité, Saint-Gonza, j'ai cité notre curé à Kitambo, Saint-François-des-Salles. J'ai craint cette escalade, que les jeunes de la paroisse aussi s'organisent pour commencer maintenant à monter des sécurités pour le prêtre. Tu vois, d'une manière générale, Serge, il y a comme une aversion du pouvoir en place contre les prêtres, les religieux. Mais quand vous faites une analyse profonde de ceux qui ont marché, d'abord, c'était le label Comité laïque de coordination. Donc ce n'était pas des abbés qui étaient en avant-plan. C'était des laïcs. Ensuite, parmi les marchands, ce ne sont pas que les catholiques qui ont marché. Alors il y a, je disais, une aversion contre l'Église catholique parce que ça donne l'impression actuellement que l'opposition ayant failli quelque part, surtout dans la mobilisation, l'Église a pris le relais et que le relais de l'Église semble payant. Et là, le pouvoir n'accepte pas. Ainsi que l'a dit Moutala tout à l'heure, s'il y a quelque chose à reprocher aux évêques, aux abbés. Mais dernièrement, il y a M. Willy Mikishi qui a traduit un prêtre en justice, même si c'était une justice pour rire. Mais le prêtre s'est présenté, il s'est défendu, ainsi de suite. C'est un peu comme disait Gizenga dernièrement, qu'il faut se méfier de l'hypocrisie du sucre et croire en la sincérité du piment. Je pense que il avait dit une chose capitale, que ceux à qui il s'est adressé doivent capitaliser véritablement. Merci. Parce que, je termine par là, les gens aiment bien les dialogistes, comme nous le disons ici. Mais quand quelqu'un vous dit la vérité, excusez-moi, j'ai été Elingue Amwinda, il y avait un slogan dans la Bilingue Amwinda qui disait « Si tu m'aimes,
dis-moi la vérité en face. Je suis arrivé à Bougaza. Hein. Ah bon? Oui. Ah, c'est très bien. Donc, si tu m'aimes, dis-moi la vérité en face. Je crois que la vérité fait du mal, mais elle rend un bon service. Très bien, merci beaucoup Luc. Est-ce qu'on peut maintenant aborder Addis Abeba? Je vous en prie. Avec deux aspects. D'abord, l'aspect continental, le président rwandais qui prend donc les rênes, et l'aspect Addis Abeba avec la crise congolaise. Allez-y, d'abord les tout premiers aspects. Je ne sais pas si vous avez suivi le discours du président sortant, le béninois Alpha Condé. Alpha Condé, qui est revenu sur les images de Tripoli, de la Libye, avec cette histoire d'esclavage. Il a dit, Oubi et Orbi, que la faute revenait aux dirigeants africains qui ne savent pas créer de l'emploi pour le jeune, susciter de l'espoir pour la jeunesse africaine. Donc il n'y avait pas à se plaindre, il fallait toujours pas voir les diables de l'autre côté de la mer Méditerranée. Et de deux, que peuvent être les manœuvres de Paul Kagame au bout de 12 mois, je ne sais pas qu'il ne va pas quand même transformer toute l'Afrique. Hein. Oui, au fait, quand le président Condé prononçait son discours, l'image qui me revenait, c'est celle du président américain, qui a traité les ressortissants, c'était plus de l'Haïti, de la Guyane, ainsi de suite, mais des pays dits pauvres, des pays de merde. Mais c'est ce que Alpha Condé a dit en d'autres termes. Il faudrait que les présidents de ces pays-là puissent créer des conditions de vie de façon à empêcher leurs ressortissants à aller chercher mieux ailleurs. Puisque cela n'existant pas chez eux, l'être humain, c'est un être qui aspire au mieux-être. Ainsi donc, si je n'ai pas trouvé ça ici chez moi, je dois aller chercher ailleurs. En n'importe quel pays. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de jeunes Africains, des jeunes Congolais, quitter leur pays pour aller chercher, ils disent Kobeta Libanga, Nanikini, Poto, Bomengo et Zakuna. Donc, Alpha Condé a interpellé véritablement les dirigeants africains. J'ai aimé une phrase, il a dit, pas in extenso, mais peut-être l'esprit de la phrase, il dit l'Union africaine devrait cesser d'être ces syndicats des chefs d'État dictateurs. En fait, il a récupéré le discours qui est devenu un discours africain populaire, que l'Union africaine est un syndicat des chefs d'État dictateurs. Alors, on le voit bien, il voulait peut-être en sortant laisser un nouveau souffle. Mais contre lui-même, Alpha Condé, ancien opposant, chez lui en Guinée, avec Cellou Dalein Diallo, et M. Kagame qui prend sa relève, chez lui au Rwanda non plus, les choses ne sont pas roses sur le plan démocratique. Donc, l'interpellation, il faut la lancer, non pas pour les autres seulement, mais il faut qu'elle s'applique à soi-même. Moi qui lance cette interpellation, qu'ai-je fait de mon peuple? Qu'ai-je fait de mon pays? Ça, c'est concernant les chefs d'État, les chefs de merde. Et là, je périphrase un peu Alpha Condé. Concernant la crise congolaise, puisque Alpha Condé a évoqué la question du syndicat des chefs d'État africains dictateurs, et il devrait continuer pillard, il devrait continuer voleur, sanguinaire, il devrait continuer antidémocratique dans leur ensemble. Et donc, comme on dit, il n'est pas trop tard pour bien faire. Il les a interpellés, peut-être s'étant rendu compte tardivement que, attention, nous devons travailler à l'amélioration des conditions d'existence
de nos populations respectives. Très bien. Ainsi, nous allons arrêter ce flux migratoire vers l'Europe et créer des conditions de vie chez nous pour que ce que nous allons chercher ailleurs, nous puissions les trouver chez nous. Très bien, merci beaucoup. Il y a une phrase, je crois bien, c'est du ministre angolais des Affaires étrangères, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Il dit par rapport au Congo que le président Kabila est fin mandat et que cette fois-ci il doit partir, les élections sont irréversibles. Comment un ministre des Affaires étrangères d'un pays comme l'Angola peut se permettre de dire des choses comme ça sur non seulement le Congo, mais sur le premier d'entre nous, le président de la République? J'ai pas suivi cette déclaration. Il est passé sur RFI hier à l'issue du sommet. D'abord, ça veut dire que j'accorde très peu d'importance à cette messe africaine. C'est une foire, c'est n'importe quoi. Donc l'Union africaine n'a pas les moyens politiques, n'a pas les moyens économiques, n'a pas les moyens humains pour peser sur le cours de nos vies. C'est une institution faible, financée par l'Union européenne, le Japon, financée par la Chine, le bâtiment qui abrite leurs travaux, qui est le nouveau siège, tout ça, a été construit par l'argent du contribuable chinois. Ça, c'est la coopération. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On va se cacher derrière la coopération, mais ça veut dire quoi? Quand vous croyez en quelque chose, encore une fois, vous devez mettre la main à la poche. Donc si vous n'êtes même pas vous-même, en tant que une cinquantaine de pays, vous n'êtes pas en mesure de vous cotiser pour financer votre institution, vous n'êtes pas en mesure de vous cotiser pour construire un bâtiment, vous n'êtes pas en mesure, vous n'êtes mettre pas une force africaine en attente. Vous n'êtes pas sérieux. Et donc le problème c'est quoi? Il n'y a pas un socle idéologique, il n'y a pas un socle de valeurs communes qui va faire en sorte que cette association soit forte. Donc pour moi, ça ne sert à rien. Mais Israël, il y a des associations sous-régionales qui, comme la CEDEAO, vous sentez que ça marche quand même. Ça marche quand même. Oui. Mais l'Union africaine, elle est trop faible, elle est trop fragile. Donc aujourd'hui, il y a une réflexion sur le 0,2% de taxes sur le produit d'importation. Jusque-là, il y a 20 pays qui sont d'accord, l'autre trentaine ne l'est pas encore. Mais voilà. Mais pour moi, c'est encore une institution très fragile. Pour revenir sur la crise congolaise, tu évoques la question du ministre des Affaires étrangères. C'est tout le monde qui commence maintenant à parler du Congo. Mais quand on voit la crise au Burundi, jamais Kinshasa prend des déclarations. Kabila lui-même nous a dit que la démocratie est un choix. C'est une conviction. Donc maintenant, ça veut dire qu'il doit démontrer chaque jour que c'était vraiment un choix, c'était vraiment une véritable conviction. Pas une contrainte. Absolument, pas une contrainte. Et donc, il doit jouer pleinement le jeu démocratique. C'est ça le problème. Et donc, s'il joue pleinement le jeu démocratique, il ne va pas justement prêter le flanc à tous ces pays voisins qui n'auront plus de mots à dire sur notre politique interne. Parce que le président lui-même de la République donnera la souveraineté au peuple congolais en faisant en sorte qu'il exerce tous les droits lui reconnus dans la Constitution. C'est ça le problème. Donc, si le ministre angolais des Affaires étrangères se permet de dire ça, c'est parce qu'il estime que le Congo ne va pas, il y a des problèmes. Et effectivement, les problèmes qu'il y a au Congo se répercutent sur les Angolais. Donc il y a beaucoup de Congolais qui vont en Angola, il y a eu tous ceux qui ont été déplacés par la crise du Kassai qui sont allés en Angola, et donc ils ont intérêt à ce que le Congo soit stable, parce que l'instabilité du Congo veut dire qu'il y aura une instabilité dans une certaine mesure sur leur propre territoire. Et enfin, j'aimerais terminer sur la question qui a été abordée en rapport avec la RDC, abordé par le président sortant, c'est la question de l'efficacité des missions de maintien de paix. Il y en a une ici, là aussi Alpha Condé a décrié le fait que les missions de maintien de paix ne sont pas efficaces, mais le problème c'est quoi? Ça c'est la paille qui est dans l'œil des Occidentaux, mais ils ne voient pas leur propre poutre. Est-ce que les Africains sont en mesure de monter une force, de la financer, de l'équiper? C'est ça le problème. C'est vrai, les G5 Sahel. Absolument, les G5 Sahel, il est financé par la France, par l'Allemagne, par la Grande-Bretagne et même maintenant par les États-Unis. Mais les Africains eux-mêmes,
pour leur propre sécurité, parce que les G5 Sahel, ça ne vient pas sécuriser les Français. Ça vient d'abord sécuriser les Maliens et tout ça. Mais est-ce que les Africains eux-mêmes, comment font-ils pour bâtir les armées? Regardez notre armée d'abord. Voyez l'image de notre Nous sommes intellectuellement limités ou bien nous sommes des incapables, nous, Africains? Le problème, c'est quoi? Voyez d'abord comment est-ce qu'on recrute dans l'armée. Comment est-ce qu'on est promu dans l'armée. Voilà, c'est ça le problème. Allez. Donc vous allez voir des gens qui n'ont pas de diplôme, qui sont dans l'armée et qui occupent des postes importants. Des agronomes comme chef de parquet. Absolument. Donc voilà. Un agronome, chef de parquet. On n'est pas sérieux avec nous-mêmes. Ça veut dire que chaque fois qu'on ne sera pas sérieux avec nous-mêmes dans les procédures de recrutement, dans les procédures de promotion, tant qu'il y aura des clientismes et népotismes, on ne va pas s'en sortir. Et donc, ce sont des choses que les Blancs ont compris depuis longtemps et ils mettent du sérieux et tout ça. Très bien. Merci beaucoup. Il faut mettre du sérieux, hein. On a fait nommer des agronomes comme des substituts du procureur. Absolument. Sous Mobutu, on n'avait pas vu ça. C'est terrible. C'est vrai qu'il est difficile de transformer les Congolais en Zaïrois. Surtout des Zaïrois comme des Kinké et des Atundu. On peut prendre le discours du président de la République. Vous étiez à la conférence de presse, c'est lui que vous allez un peu patienter. On a eu d'ailleurs un échange avec vous, Israël, sur les 4 grands thèmes du discours, mais aussi le président qui a circonscrit, il dit il va rassurer. Oui, il avait dit qu'il avait dans son introduction, le président avait dit clairement que il avait pour objectif d'informer l'opinion, de rassurer l'opinion, de corriger et de clarifier. Alors, donc voilà tous ces 4 éléments ont été réunis? Non, tous n'ont pas été réunis. On l'attendait plutôt sur la question de rassurer l'opinion. Et donc sur la question de rassurer l'opinion, il a raté le coche. Ça veut dire qu'on lui avait donné une occasion de dire clairement aux Congolais que je ne serai pas candidat à la prochaine présidentielle. Ça allait dégonfler toute cette crise, parce que les catholiques, les laïcs catholiques, quand ils marchent, vous voyez dans leurs revendications, ils disent que le président doit dire clairement qu'il ne sera pas candidat. Diana a répondu à cette question hier. Il dit que est-ce qu'on poserait cette question à Emmanuel Macron, qui sait qu'il n'a pas plus de 2 mandats? Non, dans ces cas, si comparaison n'est pas raison, parce que la culture démocratique en France n'est pas celle qu'il y a ici. Il a comparé 2 situations qui sont complètement incomparables. Mais qu'est-ce qu'il en coûtait au chef de l'État? Parce qu'il avait l'occasion de rassurer. Parce que lui-même avait dit qu'il allait rassurer. Il a rassuré en demandant une copie Absolument. de la Constitution. Moi, je peux vous donner ma conviction là-dessus, mon interprétation, mon analyse. Mon analyse, c'est que quand Joseph Kabila dit donner une copie de la Constitution à notre concert de RFI, c'est une façon pour lui de dire qu'il ne sera pas candidat. C'est une façon pour lui de dire qu'il va respecter la Constitution. Mais peut-être c'est une manière pour lui de dire que les chefs de l'État restent en fonction jusqu'à... Non, ça veut dire que... Oui, il y a aussi cette disposition là. Non, mais ça veut dire que moi, je te donne ma lecture à moi. Ouais. Ça veut dire quand il le dit, moi, je suis convaincu. Donc, moi, j'analyse que le chef de l'État va respecter. En tout cas, c'est ce qui m'a paru. Quand on lui demande est-ce qu'il y aura référendum, parce qu'on lui a posé ces questions de manière claire, là aussi, il a botté en touche. Moi, je regrette qu'il ait botté en touche. Ça veut dire qu'il avait l'occasion de donner des réponses claires pour rassurer l'opinion. Non, il n'a pas rassuré. Il n'a pas rassuré l'opinion parce que les interprétations continuent. Il y avait des mots plus simples de dire ça. Mais il ne voulait pas se prêter à ce jeu-là. Donc, il a évité, il a esquivé. Est-ce qu'il n'a pas aussi peur de ne pas déranger sa majorité? Mais il doit se mettre au-dessus de sa majorité. Rassurer le peuple congolais, rassurer l'opinion est au-dessus et de loin au-dessus de sa famille politique. Voilà pourquoi on lui demande d'être dans cette posture d'homme d'État plutôt que d'un chef de clan politique. Et donc, pour moi, il est clair qu'il n'y aura pas référendum. Pour moi, il est clair que le chef d'État ne va pas se représenter. Pour moi, il est clair qu'on a mis le cap sérieusement sur les élections. Donc, ça m'a paru transparaître dans les propos du chef de l'État. Mais ce n'est pas suffisamment clair. Il n'a pas dit dans des mots tellement simples pour apaiser l'opinion, rassurer l'opinion, qui était l'un de ses objectifs, et clarifier. Parce que lui-même nous a dit que tout nous a été dit sauf la vérité. Donc, il avait l'occasion de nous dire en 2 mots simples sa vérité à lui. Mais là, nous interprétons. Mais alors, j'aimerais terminer cette question en disant, quand je dis ça aujourd'hui sur cette question, c'est que c'est la stratégie la famille présidentielle, le chef d'État. Le chef d'État lui-même a une stratégie à moyen, à court et à long terme de conservation de pouvoir. À moyen et à court terme, pas de référendum, cap sur les élections, il ne se représente pas. Mais une fois qu'il gagnerait les élections,
ils auront une nouvelle légitimité, et cette légitimité peut les fonder à modifier la Constitution afin que Kabila redevienne ou se représente en 2023. Ça, c'est ça le scénario. Ça veut dire maintenant là, il n'y aura pas de référendum. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce que les conditions se préparent. La majorité ne peut pas faire les lits de l'opposition. Non, moi ça veut dire qu'il y a des dispositions constitutionnelles intangibles. Mais s'ils ont une large majorité populaire lors des prochaines élections, ils peuvent être fondés à dire qu'ils peuvent pas modifier la Constitution, mais changer la Constitution. Et s'ils changent la Constitution, tous les scénarios sont permis. Et donc là, maintenant, il faut distinguer la stratégie de Kabila à court et moyen terme et la stratégie de Kabila à long terme. Donc il ne faudrait pas que nos amis de l'opposition soient distraits. Donc ici, ils sont déjà distraits. Ici, et je répète encore, le PPRD, la majorité présidentielle, on a vu la tournée de Minakou dans les états-majors des partis, la majorité présidentielle, et ils se préparent sérieusement aux élections. Donc ils vont mettre un butin de guerre, des moyens, la logistique, ils vont tout mettre pour gagner les élections. Alors, moi je demande aux autres de se réveiller, de se préparer aux élections parce que la majorité n'est pas stupide. Elle sait que les rapports de force aujourd'hui sont en défaveur d'un projet de référendum. Elle sait qu'aujourd'hui, la communauté internationale a le curseur sur les élections cette année et elle s'y prépare sérieusement. Merci beaucoup Israël. Vous pouvez déjà réfléchir sur les grandes phrases, pas des grandes annonces, c'est vrai, mais les phrases, par exemple, du genre, je n'ai pas pu transformer, c'est les regrets du président de la République, les aérois en congolais, mais il a dit pire que Moussengo, quand Moussengo a parlé des médiocres, et donc lui, il est allé peut-être au-delà, quand il ouvre un peu les fronts contre Moussengo, contre l'Église, contre la Belgique, Maison Schengen, contre la MONUSCO, vous allez déjà réfléchir sur ça, peut-être que je n'aurai pas le temps de vous poser la même question. Luc, rassurer, clarifier, mais Israël pense que c'était un rendez-vous manqué, de pouvoir clarifier et de rassurer l'opinion. En fait, c'est l'impression qui s'est dégagée en moi-même également. Parce que j'ai l'impression que, bon, celui-là c'est un opposant, on dirait que c'est un opposant. Il y a M. Chiruma Okende, que j'ai reçu hier sur mon plateau, qui disait qu'il s'agissait d'une sortie ratée. Alors, il pense que le chef de l'État n'a pas véritablement rencontré les attentes de la population. Après 5 ans, 6 ans de non-dialogue avec la presse de son pays, ça c'était quand même grave. Alors, quand on dit qu'on a tout dit sauf la vérité, donc on attendait la vérité qui puisse sortir de la part du premier des Congolais. Alors, vous voyez, d'une manière générale, les politiques, ils mettent dans le même panier la vérité et la réalité. Or, la vérité n'est pas toujours la réalité et la réalité n'est pas toujours la vérité. J'ai posé une question à Diana hier et à Moukebaye, de dire, par exemple, à Moukebaye, qu'est-ce qu'il a aimé dans le discours du chef. Moukebaye a donné son point de vue. J'ai posé la question autrement à Diana. Qu'est-ce que Diana n'avait pas aimé? Qu'est-ce que Diana avait trouvé des pas bien dans le discours? Diana a dit que tout était bon. Bon, écoutez, l'autre fois je te disais qu'il fallait pas faire des accouplements bâtards. Moi, je n'aime pas me prononcer sur les opinions des gens. Quand quelqu'un croit que sa croyance est fondée sur des convictions, il faut le laisser parce que nous sommes en démocratie. Alors vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans le discours du chef? Ce que j'ai aimé dans le discours du chef, c'est sa position vis-à-vis de la MONUSCO. Parce que la MONUSCO donne les allures d'une mission destinée à demeurer éternellement en République démocratique du Congo. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est que les chefs de l'État, plus d'une fois, même sur le plateau même des Nations Unies, il a déjà parlé d'un départ progressif. Les redimensionnements. Le redimensionnement de la MONUSCO. Mais il me semble que ça n'a pas été suivi des faits. Mais je crois que... Mais ça ne vient pas par des conférences de presse, même si c'est Kabila qui l'a dit. Ça vient par une résolution du Conseil de sécurité. Moi, je vous ai dit que la mission des Nations Unies est partie d'Angola. Comment?
Dos Santos se dit, non, mais vous avez fait votre mission. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Bon, écoutez, messieurs, mesdames, fermez vos clics et vos claques, vous partez. Ils sont partis, manu militaire. Ici, chez nous, apparemment, à cause de ce que tu appelais tout à l'heure, la faiblesse, tu disais la faiblesse intellectuelle, mais je crois que c'est une faiblesse structurelle. On est faible sur beaucoup de points. Et la communauté internationale surfe sur nos faiblesses pour trouver des raisons de rester ici. L'autre fois, je te disais que moi j'étais à Goma, à Bukavu, au moment où ce slogan battait record, non kunda, no job. Est-ce que vous pensez que cette réalité a changé? Aujourd'hui, on peut dire no Afdel, ADEF, no job, no Yakutumba, Maïmaï. Vous prenez, il y a une rimbabelle de Maïmaï, Yakutumba, Kifuafua, Yarokauka. Donc, une liste infinie de Maïmaï. Et j'ai appris qu'il y en a qui naissent au jour le jour. On peut maintenant aborder les fonds. Sur cette question, par exemple, de la MONUSCO. Oui. C'est vrai, le chef de l'État nous a dit clairement que la MONUSCO n'est même pas, que la MONUSCO n'a pas été en mesure d'éradiquer ne serait-ce qu'un groupe. Je suis d'accord avec ça. D'accord. Mais n'oublions pas quand même qu'on a mis en déroute le M23 grâce à la logistique de la MONUSCO. Et donc, même si la MONUSCO est inutile, d'accord, mais considérons même sur le plan économique. Ça veut dire que les salaires qu'on paye, il y a une partie des revenus des agents de la MONUSCO qui entrent dans l'économie congolaise. Donc c'est tout bénef. Mais je suis d'accord que la MONUSCO puisse partir. Mais c'est une question de rapport de force. Kabila lui-même a dit qu'ils ont élaboré plusieurs plans de retrait, mais qui n'ont jamais abouti. Parce que les gens qui ont décidé sont plus forts que lui. Il n'est pas, donc le rapport de force fait qu'on lui impose une force dont il ne veut pas. Il a dit qu'ils ont violé l'accord de siège, d'accord. Mais sur la question de la sécurité, Joseph Kabila, mieux que quiconque, c'est que la principale attente des Congolais en général et des Congolais de l'Est en particulier, c'est la question de sécurité. Donc il faut absolument que les gens soient en sûreté. D'accord, il a minimisé. Il a dit ceci, sur 26 provinces, il n'y a que 2 qui sont en insécurité, Nord et Sud Kivu. Sur les 2 provinces, ce n'est même pas tous les territoires. Bon, il a dit que les 145 territoires de la République, c'est 5 à 6 territoires. Je le suivais attentivement. Mais d'accord, comme c'est 5 à 6 territoires, tu as une armée où vous dites que vous êtes la 10e armée en Afrique. Moi, je dis qu'en nombre peut-être et tout ça, mais c'est la raison pour laquelle, avec une telle armée, mais concentrez-vous sur les 5 territoires. On dit que c'est une guerre asymétrique, ce sont des terroristes. Mais asymétrique ou pas, d'accord. Il faut adapter aussi l'armée. Déployez-vous dans ces contrées, parce que vous les avez localisés. Il s'agit de on a déployé les forces de l'ordre pendant les manifestations. Il s'agit de 5 à 6 territoires. Donc je pense que numériquement, logistiquement, on peut adapter justement une, voilà. Bon, c'est vrai qu'il a dit qu'il a lancé le truc. Voilà le problème. Donc c'est une question importante, la question de sécurité. Très bien, donc, au bout de 17 ans, Kabila au pouvoir. Est-ce que vous pouvez me permettre? Oui. Parce que dans l'analyse d'Israël, je partage une partie. Le fait que... C'est ça la beauté de l'émission d'ailleurs. Oui, le fait que la MONUSCO a participé dans la stabilité de notre pays. Mais le fait même que cette MONUSCO ait participé dans la stabilité de notre pays, c'est ce qui fait notre fragilité. C'est ce qui fait notre fragilité. Et là, tu l'as dit, le chef de l'État est mieux placé pour mobiliser nos forces. Parce que Serge, moi j'ai quand même fait de reportages de guerre, moi. Nous avons des éléments de forces armées aguerris qui sont capables d'imposer la paix ici chez nous. Mais peut-être démotivés. Oui, sur le plan de rapport de force, parce que il y a aussi cet élément que la communauté internationale, si elle veut s'asseoir quelque part,
elle trouvera toujours des raisons pour dire, ici, vous n'avez pas bien fait, et nous pouvons vous aider, et nous allons le faire. Mais pas pendant 20 ans quand même. Très bien. Pendant 20 ans, est-ce qu'on peut c'est quand même trop. On peut prendre les différentes phrases du discours du président de la République. Il dit ses regrets à la question d'Alain Kouka. Oui. Alain Kouka que nous attendons sur ce plateau également. Il n'a pas pu transformer les Zaïrois en Congolais, c'est son plus grand regret. Ce sont ces mêmes Zaïrois là, les Kinké, je disais au début de l'émission, les Atundu qui sont autour de lui, les Mende. Il dit par exemple que ceux qui aujourd'hui se battent pour la Constitution, ce sont ceux-mêmes qui avaient voté en toute cette Constitution pendant les référendums. Ils étaient en train de boire dans des bistrots. Il dit par exemple que tous ses amis, notamment les Roubérois, les Hérodia et les Bemba, étaient en train de boire. Personne n'avait battu campagne. L'Église catholique, qui était la première, a dit qu'après il faut réformer cette Constitution. Et les fonds que le président de la République a semblé ouverts, ouvrir, et excusez-moi, contre l'Église, contre Mosengo, contre la Belgique, il va gagner cette bataille? Avant de répondre à cette question, j'aimerais juste faire remarquer à Luc qu'il y a eu récemment l'incursion de Mai Mai à Uvira. Et il a fallu que les hélicoptères de la MONUSCO décollent pour mettre en déroute les embarcations de... Ça transporte même des officiels, des ministres. Absolument. Absolument. C'est parce que vous étiez en difficulté. L'armée congolaise, la riposte n'était pas à la hauteur pour stopper cette avancée spectaculaire et tout ça à Uvira il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est pas la MONUSCO qui empêche à la RDC d'avoir une armée performante et tout ça. Donc voilà. Et d'ailleurs, si la RDC était une armée performante, justement, elle peut tenir les forces de la MONUSCO en respect. En respect. Donc, sur la question donc, c'est clair, Joseph Kabila avait... D'abord, il faut se réjouir du fait qu'il ait parlé. Parce qu'on se plaignait qu'il ne veut pas parler. Bon, quand il parle quand même, c'est une bonne chose. Voilà. Donc moi, en tout cas, j'ai été édifié par son discours. Donc j'ai pu percer sa pensée, savoir un peu où est-ce qu'il va. Donc j'ai essayé d'analyser l'homme, d'analyser sa pensée et tout ça. Donc il avait clairement des cibles. Il avait dans sa ligne de mire l'Église catholique. Donc il n'a pas cité, mais tout au long de son développement, de son discours, il a démontré à travers notre histoire récente, les positions de l'Église catholique par rapport à tous les scrutins électoraux que l'Église catholique n'a jamais accepté. Etchaou avait contesté les élections de 2006, Mosengo avait contesté celles de 2011. Il a fait remarquer aussi que sur la Constitution, lui et sa famille politique battaient campagne pour cette Constitution et que d'autres... Est-ce que c'est au nom de ça que les gens ne peuvent plus revendiquer les respects de la Constitution? Non, ils doivent revendiquer. Mais le problème, c'est que... Et puis, à la fin, il a dit que c'est ma Constitution. Mais on l'aurait bien voulu l'entendre sur cette question bien avant. Quand la Constitution était chahutée à gauche et à droite, c'était lui qui devait donner le cap pour assurer. Mais il a laissé un débat pourrir la société pendant des années sur l'opportunité des référendums ou pas et tout ça. Mais il revendique aujourd'hui, il a dit clairement, c'est ma Constitution. Mais on aurait voulu que lui, en tant que garant des institutions, revendiquât cette paternité de la Constitution avant, quand la société était troublée. Et donc, il a tiré sur l'Église catholique, il a tiré sur la Belgique, il a tiré sur la MONUSCO. Est-ce qu'il va gagner cette bataille face à l'Église, face à la Belgique? Pourquoi ouvrir un front seul contre tous? Donc, le problème, parce que face à la Belgique, il a dit clairement que la Belgique comploté contre son gouvernement. Et donc, par rapport à ça... Mais Louis Michel, c'était lui le parrain de Kabila. Absolument. C'est ça, en politique, les alliances se font et se défont et se refont. Et donc, Louis Michel, à l'époque, lui avait apporté une aide substantielle pour affermir son pouvoir, mais dès lors, il s'en est émancipé. Donc, mais la question fondamentale ici, c'est que moi... il veut, c'est ce qui m'a paru. Donc, par exemple, par rapport à l'opposition, c'était, je crois que tous les partis de l'opposition, y compris l'UDPS, disaient qu'une fois au pouvoir, ils allaient revenir sur cette constitution. Donc, quand même, c'est des vérités historiques qu'il a rappelées. Parce qu'on dit qu'il a dit des mensonges. Non, il n'a pas dit que des mensonges. Il a dit aussi des choses vraies. Il faut avoir tout ça. Donc, il faut reconnaître. Au bout de 17 ans, il n'a pas si transformé les Zaïrois en Congolais. Non. Alors, s'il n'a pas transformé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait?
Donc c'est pas aussi un aveu d'échec. Ah non, là c'était un aveu d'échec. D'abord, il fallait qu'il. Mais il a dit la vérité, c'est la vérité aussi. Mais écoutez, est-ce que transformer, Au 17 ans. transformer avec quoi? Parce que la République, le moule les moules qui forment les citoyens, c'est l'école. Où transforme-t-on le Congolais? C'est l'exemplarité des dirigeants. C'est l'efficacité de la justice. Même sur les questions de corruption. Absolument. Mais il a échoué. Parce que quand vous héritez d'un pays qui est réputé comme l'un des plus corrompus au monde, vous faites quoi? Vous faites la transparence sur tous vos avoirs. Vous faites de la République une maison de verre où on voit les revenus. Ah, le chef de l'État a une maison, a un patrimoine d'autant. Pas vous déclarez vos biens sous seing privé, vous entretenez l'opacité. Dans un pays de corruption comme celui-ci, il faut être exemplaire à tous égards. Et donc c'est sur le plan moral, il devait transformer le Congolais. Quel Congolais? Donc le problème c'est d'abord, c'était l'échec conceptuel à son propre niveau. On transforme le Congolais pour l'amener d'où vers où? Il a quelle classe politique? Est-ce que lui-même a pu se transformer? C'est ça le problème aussi. Il fallait d'abord une transformation intrinsèque à lui pour essayer que cela réalise. Lui-même a su d'abord transformer ses collaborateurs. Non, parce que la plupart de ses collaborateurs sont des malfrats. Mais ils volent, ils prennent l'argent de l'État, ils ne remboursent pas. Voilà. Et donc voilà. Justement, c'est ça le problème avec nous pouvons donc, la plupart. Quand il parlait de ça, qui était devant lui? Absolument. Qui a des dossiers au FPI? Absolument. Je ne sais pas, il est membre du bureau politique, il est lui-même journaliste, il vient là comme patron des. Bon, et donc, c'est qui était à l'aise quand le président disait qu'il n'a pas transformé l'homme? Absolument. Donc c'était le problème. Est-ce que lui qu'il regarde sa propre famille politique, qu'il regarde son entourage immédiat, qui est cité dans des dossiers? Absolument. Et lui-même il va poser avec Okonyangi. Qu'il regarde un peu les difficultés qu'a Luzolo de donner corps à la lutte contre la corruption. Et voilà. Jusque-là, Luzolo est incapable justement d'avoir des résultats probants. Et voilà. Merci donc beaucoup. On a tout ça. Excusez-moi, j'ai une franchise, ça c'est mon indépendance d'esprit. Hein. Quand le chef de l'État dit il n'a pas s'y transformé, je prends un exemple. Je sais que ça gêne beaucoup de gens, mais je dois quand même le dire. Son ancien directeur de cabinet, Gustave Béa, semble-t-il qu'il était nommé ambassadeur de la Belgique. La Belgique a dit que non, ce monsieur c'est un citoyen belge. Et qu'est-ce que le chef de l'État a fait à la place? Il les récompense pour les nommer en Angola. Serge, quand on a découvert que Sami Badibanga était belge, quelle a été la réaction du président de la République? Excusez-moi, on peut tout dire, on l'aime ou on l'aime pas. Hein? Moi, quand il dit que c'est sa constitution. Les propos, oui, je vais surfer là-dessus. Le propos du chef de l'État. Que Toza corrompt, donc on n'avance pas, parce que une révolution n'est révolution que dans sa capacité de transformer l'homme. Or, un auteur disait l'homme ce mystère. On ne transforme pas l'homme en 10 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Non, c'est un travail qui définit que quand l'homme termine son existence matérielle. Donc, l'homme est transformé tout au long de son existence physique, matérielle, sur Terre. Donc, moi je me dis, mais le chef de l'État se dit n'avoir pas réussi à transformer l'homme, mais je dis qu'il n'arrivera jamais à transformer véritablement l'homme. Mais l'homme peut passer d'une étape à une autre. Il était moins civilisé, il devient plus civilisé. Il était moins modernisé, il devient plus modernisé. Il y a le plan d'action de cette législature qui a fini d'ailleurs, la révolution de la modernité. Ça veut dire qu'il y avait une modernité qu'on a révolutionnée, qu'on a transformée pour qu'elle puisse donner des résultats plus probants, qu'elle puisse devenir meilleure qu'elle n'était. Alors, quand le chef de l'État dit qu'il n'a pas réussi à transformer l'homme zaïrois en congolais, je me dis, bon, il ne finira jamais à transformer, même celui qui viendra après lui
ne finira jamais à transformer l'homme, même celui qui viendra après, celui qui viendra après. Vital Kamerhe n'est pas d'accord, il a eu des propos très critiques, très virulents vis-à-vis de... Oui, j'ai suivi Vital Kamerhe qui a relevé 10 mensonges. Mais c'est pourquoi je dis, et je le redis ici, sur votre plateau, Serge, le fait d'exiger une alternance par l'opposition ne veut pas dire forcément que nous allons passer du moins bon au meilleur. Le yin au yang. Du yin au yang. Donc, mais politiquement, c'est politiquement correct. Quand on a de reproches à faire à l'autre, politiquement, on doit le faire. Tu vois, Serge, les choses dont a parlé le chef de l'État, apparemment, ça paraissait comme Israël a dit, des questions fondamentales, mais le chef de l'État lui-même a présenté ça comme des faits bénins. Or, il y a une pensée qui dit que les petites choses sont des petites choses. Être fidèle à des petites choses est une grande chose. Merci. Ainsi, les hommes deviennent extraordinaires. En journalisme... Respectez les petites choses que vous avez promises. Vous deviendrez grand. Mais si vous ne respectez pas déjà les petites choses que vous avez promises, comment prétendre devenir grand, devenir immortel? Merci beaucoup. 2 minutes. Hein. Les opposants qui sont à Addis Abeba, d'abord sur la réplique très virulente des Kamerhe vis-à-vis des Kabila, ça sent une certaine haine, ou bien il reprend du poil de la bête, et par ricochet, aborder rapidement la présence des, je sais pas moi, des Félix ou des délégués de Moïse. Ils ont échoué à la mobilisation interne, hein. Maintenant ils font la diplomatie. Bon, moi je pense que, comme je le dis, l'opposition doit se concentrer ici, en se basant sur le calendrier de la CENI. Voilà. Écoutez, juin c'est bientôt, on va clôturer, on va convoquer l'électorat après le dépôt des candidatures. Il faut 500 députés par parti politique ou formation ou tout ça, ou plateforme politique. C'est le moment de recruter déjà. C'est le moment de sélectionner. Les castings, voilà. C'est le moment. Et il faudrait absolument 500 députés fois $1000, ça fait $500 000. Il faut collecter cet argent. Faut déjà mobiliser cet argent. Il faut mettre à côté l'argent pour la campagne. Il faut pas 2 ou 3 000 par candidat, je ne sais pas. Donc, il faut déjà cet argent. C'est maintenant qu'on fait le budget. Il y aura 711 députés provinciaux. Donc, il faut faire le casting parce que les députés provinciaux c'est important. Ce sont eux qui élisent les exécutifs provinciaux, c'est eux qui élisent les sénateurs. Donc c'est un poste important. Non pas de distraction. 711 députés fois $500 de caution. Il faut le casting, il faut tout ça. Il y aura 100 000 à peu près bureaux de vote. Il faut des témoins sur tout l'ensemble de la République. C'est maintenant qu'il faut former les témoins. Vital Kamerhe, pour terminer. J'aimerais terminer. Non, j'aimerais d'abord dire 2 choses importantes. On a passé le temps. Ouais, non, sur l'affaire corruption, parce que c'est important, le chef de l'État, la famille, pour tout ça. L'affaire corruption. Non, on ne dénie pas à la famille présidentielle de travailler dur, comme l'a dit le chef de l'État. Donc, tout est question de savoir. Tout est question de savoir. Est-ce qu'il y a conflit d'intérêts? C'est tout. Donc, ils peuvent ne pas être, comme il a dit, ils ne sont pas au gouvernement provincial, ils ont le droit de travailler. D'accord, ils doivent travailler. Mais c'est de faire en sorte que... Est-ce que pour avoir l'argent, les membres de la famille doivent nécessairement être au gouvernement? Donc, ils sont influents plus que les ministres. Absolument. Ils sont en Afrique. Absolument. C'est ça le problème. C'est le devoir d'exemplarité. Voilà. Donc, il nous a amené Panama Papers et tout ça. Non, on n'a pas eu le temps de créer cette question. Lui-même n'a pas parce que lui-même, on n'a pas eu le temps de créer cette question. Parce que d'abord, au début, il nous avait interdit, il nous avait dit que non, ne me posez pas des questions individuelles. Voilà. Donc, qui ont trait aux individus. Voilà. Or, on ne pouvait pas aborder des questions de corruption. Parce que dans ces questions que tu précises, les membres de sa famille avaient été cités nommément. Donc, ils nous avaient interdit de poser des questions là-dessus. Mais alors, je dis, d'accord, mais il faut absolument faire en sorte qu'il y ait une exemplarité en termes de conflit d'intérêts. Sur la question, par exemple, du développement et de la opposé développement et démocratie. Il avance le chiffre de 1,2 milliard sur des revenus d'à peu près 5 à 6 milliards de dollars de budget. Non, c'est un cycle, ça veut dire que sur 5 ans, on a un budget de 25 milliards de dollars minimum. Voilà. Et donc, ce qui fait que 1,2 milliard, c'est pas à défalquer dans un budget annuel. Absolument, c'est un budget pluriannuel. Non, c'est un budget qui s'étend sur 5 ans. Il a dit par mauvaise foi ou bien il n'avait pas la maîtrise de tout ça. Donc ça non, faut voir au Congolais que les 1 milliard c'est attiré dans un budget annuel. Non. Voilà. C'est étalé sur 5 ans. Voilà. Donc voilà pourquoi il faut régulièrement mettre 200 millions, 250 millions chaque année et vous allez voir que ça ne va pas peser. Troisième chose, sur les manifestations. Terminé. Sur les manifestations, c'est des questions importantes. Sur les manifestations, par exemple,
Non. Je suis d'accord, le droit de manifester n'est pas un droit absolu. Ça peut, c'est vrai, ça peut, l'autorité peut dire que non, j'ai pas les moyens ou pour telle raison, refuser. D'accord. Mais est-ce qu'en cas de non-autorisation d'une manifestation, cela signifie qu'il y ait mort d'homme? C'est ça le problème, c'est ça le niveau conceptuel. Ça veut dire que même si une manifestation n'est pas autorisée, si la police peut encadrer cette manifestation ou la réprimer de manière professionnelle pour qu'il n'y ait pas mort d'homme. C'est ça la philosophie qui doit être. Il ne faut pas dire que quand une manifestation n'est pas autorisée, cela veut dire mort d'homme. Non, parce qu'il peut y avoir des manifestations spontanées. Et je termine sur quelque chose aussi qui l'a beaucoup embêté, c'est les mesures de décrispation. Donc là aussi, c'est là que j'ai vu le chef de l'État très mal à l'aise. Il a renvoyé ça au CNSA. Il a renvoyé ça au CNSA, mais il a vu que l'assistant n'était pas satisfait de sa réponse. Il reprend, il a dit bon, on a réussi la décrispation en 2006 parce qu'il a fait la paix des braves avec des gens qui avaient pris les armes, qui avaient tué des millions de Congolais. Mais pourquoi n'arrive-t-il pas à faire la paix des braves avec Mouyambo, avec Katumbi, avec les autres, avec Diongo et tout ça? Parce que les autres avaient commis des crimes après les élections. Avaient commis des crimes plus graves. Peut-être après les élections. Mais alors quand il dit on va réussir la décrispation après les élections, cela veut dire qu'il veut d'abord écarter un candidat, et tout le monde ne l'a pas vu, c'est Moïse Katumbi. Alors là, ce serait fausser le jeu démocratique. Je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État doit s'élever. Que ce soit un processus inclusif. Absolument, il faut que ce soit inclusif et crédible. Et donc, il doit décrisper, non pas après les élections de 2018, mais avant les élections de 2018. Et l'idéal serait qu'il décrispe avant juin pour permettre aux exilés Katumbi, Boussa, aux autres de venir et de concourir. Si la majorité est forte, la population le dira. Si ce sont les opposants qui sont forts, les Katumbi et les Félix Tshisekedi qui sont forts, la population va trancher parce qu'il a dit que la souveraineté appartient au peuple congolais. Israël Moutala de 7sur7.cd. Je vous conseille ces sites, très enrichis en termes d'actualité. Luc, l'émission est terminée. Donc je ne vais pas me prononcer. Allez-y. Très rapidement, vous avez parlé de la haine des Camérés. Oui. Moi, je n'ai pas vu la haine. J'ai vu seulement la détermination d'un homme politique à pouvoir foncer pour réaliser ses ambitions politiques. Ainsi de suite. C'est ce qui montre qu'il a suivi très attentivement les propos du chef de l'État. Deuxièmement, quand le chef de l'État dit que c'est ma constitution, Israël s'est prononcé là-dessus, j'ai dit, moi ça m'a mis mal à l'aise parce que la constitution, lorsqu'on soumet un texte au référendum et que la population l'adopte, ces textes-là s'imposent et sur ceux qui l'ont adopté et sur ceux qui l'ont rejeté. Voilà. Quand on est candidat, on devient, mettons, président de la République, on est le président et de ceux qui votent pour vous et de ceux qui votent contre vous, on est donc le président de tout le monde. Alors, la question, il avait refusé, Israël l'a dit, qu'on lui pose des questions personnelles. Curieusement, je me suis rendu compte que il dit, il y a une question que vous n'avez pas posée, la question des Panama Papers, la richesse. Ben, ça, c'était une question personnelle, mais on dirait qu'il attendait que les gens... Mais lui-même a interdit. Il avait interdit, mais il s'est ressaisi et il dit, vous me posez. Mais aujourd'hui, nous savons que pour que quelqu'un s'enrichisse, il ne suffit pas qu'il soit ministre, gouverneur, chef de territoire. Et non. Et les gens qui publient les rapports, par exemple les Panama Papers, ce sont des organismes très sérieux qui mettent tout le temps, qui enquêtent et qui vérifient. Dans ce même chapitre, Serge, vous avez appris que les États-Unis ont sanctionné Dan Jetler. Mais il faut pénétrer dans cette sanction-là pour déceler les non-dits. Parce que la sanction, c'est contre M. Dan. Mais en dessous, c'est quoi? C'est pourquoi je vous ai toujours dit que, attention, il y a une différence à faire entre la vérité et la réalité. Merci beaucoup. La réalité peut cacher la vérité, autant la vérité peut cacher la réalité, tout comme la réalité peut être contraire à la vérité, ainsi que la vérité peut être contraire à la réalité. Merci beaucoup. On a débordé, c'est bien dommage, avec des analystes comme le Luc et les Israël.
faut toujours s'attendre au pire. Hein. Quand ils prennent la parole, ils ne savent pas aussitôt lâcher. On n'a pas abordé un point. Le chef a pensé qu'il y avait une certaine presse qui était très critique vis-à-vis de lui. Eh ben, je pense que c'est tout à fait normal, monsieur le président de la République. Hein. Vous ne pouvez pas avoir toute la presse qui fait le même travail que le Chima. Non, acceptez aussi, vous êtes notre président. Acceptez que nous puissions être critiques vis-à-vis de vous. Pas d'insultes, mais nous devons être critiques. Oui, justement, pas d'insultes. Pour l'avancement de la République. Pas d'insultes pour le président de la République. Oui, parce que ce que vous dites là est très capital. C'est un peu ce que disait Gizenga. Hein, se méfier de l'hypocrisie du sucre et croire en la sincérité du piment. Parce qu'on ne doit pas toujours caresser dans le sens du poil ce que dit X, Y, pas seulement les chefs de l'État, même les ministres. On va revenir sur ce discours du président de la République, même demain, oui, l'émission est terminée, demain ou après-demain. Par exemple, quand il disait, ses compères, ses frères de la région lui posent la question, mais Ndéni n'est pas non, TV, journaliste bio. Non, mais est-ce que ces confrères-là ne peuvent pas dire au chef de l'État, comment Kokonyangi a pris l'argent du FPI et tu le laisses? Voilà. C'est beaucoup de choses, hein, en même temps. C'est beaucoup de choses, mais bon, sur la question de l'ivrognerie de journalistes, c'était caricatural, et je pense que le chef de l'État devrait s'excuser là-dessus, bon, parce que c'était caricatural. Et puis sur la question, il dit tous ses amis étaient au bistrot quand il battait campagne pour la Constitution. Mais bon, ça veut dire qu'on peut être au bistrot ne veut pas dire s'enivrer forcément. Merci beaucoup. L'émission est terminée. On va revenir, je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, sur les discours du président de la République pendant toute cette semaine. Hein. On va en parler avec cette avalanche de réactions. Merci à toute l'équipe technique. Nous dédions cette émission aux prêtres qui sont vraiment en clandestinité. J'ai cité la paroisse Saint-Gonza à Kingabwa et à la paroisse, ma paroisse d'ailleurs Saint-François à Dessalles à Kintambo. 9h30, nous allons revenir demain avec l'aide du Seigneur.